Preuve de la création sur Terre. L'espace. Un vide infini dont les secrets sont toujours inconnus à la science moderne. Un système formidable constitué de milliards de galaxies, d'étoiles, de planètes, de comètes, d'astéroïdes et de nuages de gaz et de poussière se déplaçant tous ensemble en parfaite harmonie. La Voie lactée. Un système gigantesque d'étoiles duquel fait partie notre système solaire. Le Soleil n'est que l'une des 500 milliards d'étoiles de notre galaxie. Nous allons, dans ce qui suit, explorer d'un bout à l'autre ce magnifique système. Notre voyage commencera par la planète la plus éloignée de notre Soleil, Pluton. Un monde de roches et d'un froid terrifiant. La température à sa surface avoisine les moins 238 degrés Celsius. Sous l'influence de ce froid glacial, même l'atmosphère mince de cette planète se transforme en un bloc de glace. Une masse morte de glace. Neptune. Une autre planète glaciale. La température à sa surface aborde les moins 218 degrés Celsius. L'atmosphère, constituée d'hydrogène, d'hélium et de méthane, est nocive à la vie. Le niveau élevé de méthane toxique donne à son atmosphère une couleur bleue. C'est un monde mortel, balayé par des tempêtes violentes qui se déplacent jusqu'à une vitesse atteignant les 2000 km/h. Uranus, une planète morte constituée en grande partie de roches et de glace. Faire le tour du Soleil lui prend 84 années terrestres. Son atmosphère, également constituée d'hydrogène, d'hélium et de méthane, est fatale à la vie. Saturne. C'est la deuxième plus grande planète du système solaire. Elle est particulièrement célèbre par le système d'anneaux qui l'entoure. Ces anneaux sont constitués de gaz, de roches et de glace. La planète elle-même est composée de gaz, 75% d'hydrogène et 25% d'hélium. Sa densité est inférieure à celle de l'eau. Jupiter.
La plus grande planète du système solaire. Une planète, elle aussi gazeuse. Sa taille est 318 fois celle de la Terre. Cette grande marque rouge est une tempête suffisamment grande pour contenir 2 fois notre Terre. Elle ne contient pas de terre, juste un froid glacial, des tempêtes terribles qui durent des centaines d'années, et un champ magnétique qui nuirait à n'importe quelle forme de vie. Une planète effrayante. Io, le satellite de Jupiter, couvert de volcans. Il agit comme un générateur électrique en se déplaçant à travers le champ magnétique de Jupiter, développant 400 000 volts en travers de son diamètre. Son atmosphère est une mixture toxique avec de hauts niveaux de dioxyde de carbone. Sa surface est recouverte de cratères causés par des météores percutants et des vallées profondes sur des centaines de kilomètres. Un ballon de roches rouges gouverné par des vents violents et des tempêtes de sable qui tourbillonnent des mois durant. Vénus. À la différence du froid glacial des autres planètes, Vénus est un four géant. La température à sa surface est suffisante pour fondre du plomb aux environs de 450 degrés Celsius. Son atmosphère lourde est constituée d'une couche épaisse de dioxyde de carbone. Sa pression atmosphérique est équivalente à celle trouvée sur notre planète à une profondeur marine d'1 kilomètre. L'atmosphère de la planète Vénus est couverte de couches d'acide sulfurique épaisses de plusieurs kilomètres. La planète est par conséquent continuellement soumise à des pluies acides mortelles, si bien que rien ne peut y vivre. Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Elle tourne très lentement autour de son propre axe. Le jour et la nuit sont très longs. Une face de la planète est rouge incandescente et l'autre frémit d'un froid glacial. Un tel environnement est inéluctablement fatal à toute forme de vie. Comme ce voyage nous l'a montré, 8 des 9 planètes de notre système solaire et leurs 53 lunes sont incapables de supporter la vie. Elles sont soit mortes, soit elles forment une masse silencieuse de roches et de gaz. Cependant, une planète de ce système, la seule dont nous n'ayons pas encore parlé, est très différente des autres. Toutes ces caractéristiques, qu'il s'agisse de son atmosphère, de la constitution de sa surface, de sa température, en passant par les éléments qui la composent et jusqu'à la distance qui la sépare du Soleil, ont été rassemblées en parfaite harmonie pour porter la vie. Cette planète est notre Terre. À la différence de ses voisines dans le système solaire, la Terre est une planète pleine de vie, caractérisée par un parfait équilibre de la vie dans les airs, terres et mers. Des millions d'animaux, de plantes, d'insectes et de créatures marines, toutes de structures, de couleurs et de caractéristiques différentes, peuplent harmonieusement cette planète si singulière. En vérité, ce formidable équilibre qui permet aussi bien la survie de la vie sur Terre que la cohabitation paisible de la diversité des êtres vivants qui peuplent la planète bleue n'est que la preuve incontestable de l'existence de Dieu et l'expression artistique de sa création. Dieu,
invite l'humanité à réfléchir à cela dans le verset suivant du Coran. Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir, et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Et il a propagé des animaux de toute espèce. Et du ciel, nous avons fait descendre une eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce. Voilà la création de Dieu. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Mais les injustes sont dans un égarement évident. Sourate Luqman, versets 10 et 11. Ainsi, la survie de la vie sur Terre est tout aussi miraculeuse que sa création. Cette survie est rendue possible grâce à des conditions très spéciales. Des conditions, à vrai dire, idéalement conçues pour la vie. Même l'altération la plus infime de ces conditions pourrait entraîner de terribles désastres. Toutefois, faute d'intervention de l'extérieur, rien de tout cela n'arrivera. La planète bleue a été miraculeusement créée avec un nombre inimaginable de caractéristiques particulières pour le maintien de la vie à sa surface. Grâce à ces caractéristiques et à la différence de ses voisines, elle offre un espace extraordinairement propice à la vie. Dans la partie qui suit, nous allons contempler certaines des caractéristiques miraculeuses de la planète bleue et voir comment elles invalident entièrement la thèse matérialiste du hasard. Nous allons observer les signes évidents de la formidable intelligence et puissance avec lesquelles Dieu a créé notre monde. La température de la Terre. La température et l'atmosphère sont les premiers facteurs essentiels à la vie sur Terre. La planète bleue possède à la fois une température appropriée et une atmosphère respirable pour les êtres vivants. Et pourtant, la réunion conjointe de ces deux facteurs, de nature très différente, a assis les conditions adéquates de part et d'autre pour la pleine réussite du projet Vie. Une de ces conditions est la distance entre la Terre et le Soleil. La Terre n'aurait pas supporté la vie si elle avait été aussi proche du Soleil que Vénus ou aussi loin que Jupiter. Quand on contemple l'univers dans son ensemble, trouver un intervalle de température aussi étroit que celui de la Terre relève du presque impossible, car les températures dans l'univers varient entre des millions de degrés dans les étoiles les plus chaudes jusqu'au zéro absolu, qui correspond à une température de moins 273 degrés Celsius. Dans un intervalle de température aussi vaste, l'intervalle thermal qui permet l'existence de la vie
est en vérité très infime. C'est toutefois celui de notre planète Terre. Les géologues américains, Frank Press et Raymond Siever, attirent l'attention sur les températures moyennes dominantes sur Terre. Ils notent que la vie, comme nous le savons, est possible dans un intervalle de température très mince. Cet intervalle est peut-être 1 à 2% de l'intervalle entre une température de zéro absolu et la température de la surface du Soleil. Le maintien de cet intervalle thermal est lié aussi bien à la quantité de chaleur que le Soleil diffuse qu'à la distance entre la Terre et le Soleil. Selon des calculs, une réduction de juste 10% des radiations de l'énergie solaire aurait pour conséquence de couvrir la surface terrestre de couches de glace épaisses de plusieurs mètres. Tandis qu'une légère augmentation dessécherait et anéantirait toute forme de vie. Ainsi, la température moyenne doit être non seulement idéale, mais la chaleur disponible doit en plus être équitablement distribuée sur la planète. Un certain nombre de conditions particulières ont donc été réunies pour s'assurer du strict respect de cet équilibre. L'axe terrestre est incliné d'un angle de 23 degrés 27 minutes par rapport au plan de l'orbite terrestre autour du Soleil. Cette inclinaison empêche l'atmosphère de surchauffer dans les régions allant des pôles à l'équateur. Sans cette inclinaison, le gradient de température entre les pôles et l'équateur aurait été beaucoup plus élevé que ce qu'il est maintenant, et les zones tempérées n'auraient pas été aussi tempérées, et il n'y aurait pas été aussi facile d'y vivre. La vitesse de rotation de la Terre autour de son axe permet de maintenir l'équilibre de la distribution thermale. La Terre effectue une rotation complète une fois toutes les 24 heures, ce qui se traduit par des périodes d'alternance assez courtes entre le jour et la nuit. C'est bien parce que ces périodes d'alternance sont courtes que le gradient thermal entre les faces éclairées et obscures de la planète est tout à fait modéré. Pour comprendre l'importance d'une telle minutie du mouvement rotatif, prenons l'exemple extrême de Mercure. La vitesse de rotation de Mercure autour de son axe est tellement lente que le jour dure plus d'un an et la différence entre les températures du jour et de la nuit avoisine les 1000 degrés Celsius. Une telle différence de température n'aurait permis aucune forme de vie. La géographie aide également à la distribution de la chaleur sur Terre. On relève une différence de près de 100 degrés Celsius entre les régions polaires et les régions équatoriales de la Terre. Si un tel gradient thermal devait exister sur une zone complètement plate, les vents atteindraient une vitesse aussi élevée que 1000 km/h et balayeraient tout sur leur passage. Au lieu de cela, la Terre est pleine de barrières géographiques. Son relief bloque les mouvements intempestifs de l'air qu'un tel gradient thermal aurait autrement causé. Ces barrières sont les chaînes montagneuses. En même temps, il y a un certain nombre de systèmes d'autocontrôle qui aident à maintenir l'équilibre de la température atmosphérique. Par exemple, quand une région s'échauffe, le taux auquel ces eaux se vaporisent augmente, causant la formation des nuages. Ces nuages réfléchissent alors plus de lumière dans l'espace et permettent ainsi la chute de pluie.
Cela empêche à la fois l'air et la surface située en dessous des nuages de surchauffer. La masse de la Terre est son bouclier protecteur. La masse de la Terre n'est pas moins importante pour la vie que sa distance du Soleil, sa vitesse de rotation ou ses caractéristiques géographiques. En examinant de plus près les planètes, nous constatons une grande variété de masses. Mercure, en l'occurrence, représente seulement 8% de la masse de la Terre, tandis que Jupiter est 318 fois plus grande. La taille de la Terre comparée à d'autres planètes est-elle hasardeuse ou délibérée? En approchant de plus près les dimensions de la Terre, nous constatons aisément que notre planète a été conçue précisément pour revêtir les dimensions qu'elle connaît. Les géologues américains, Frank Press et Raymond Siever, commentent la forme physique de la Terre. Et la taille de la Terre était juste la bonne, ni trop petite au point de perdre son atmosphère, car sa gravité aurait été trop faible pour empêcher les gaz de s'échapper dans l'espace, ni trop grande au point que sa gravité aurait accroché trop d'atmosphère, y compris les gaz nocifs. En plus de sa masse, l'intérieur de la Terre est lui aussi spécialement conçu. Il est constitué de couches dont les caractéristiques variées vont en profondeur jusqu'à son centre. Ces couches sont en mouvement et forment un champ magnétique particulier. C'est ce champ qui nous permet de naviguer à l'aide d'un compas et permet aux oiseaux migrateurs de trouver leur destination. De plus, ce champ qui s'étend même au-delà de l'atmosphère forme une sorte de bouclier protecteur qui entoure la Terre, l'abritant des dangers qui pourraient venir de l'espace. En fait, la majorité des rayons cosmiques mortels et des météores qui voyagent à travers l'espace sont incapables de pénétrer ce bouclier protecteur, justement parce que le champ magnétique dévie la trajectoire de la plupart des nuages de plasma formés par les explosions solaires. Le reste est détourné dans les régions polaires qui sont de toutes les façons inadaptées à la vie. Les particules frappant l'atmosphère dans cette région forment un spectacle magnifique de lumière dans le ciel. Si ce champ protecteur n'existait pas, la vie aurait été détruite par les radiations nocives et ne serait peut-être même pas apparue. Grâce à ce champ magnétique, formé par le cours de notre planète, la Terre possède un formidable bouclier défensif. Dieu a rappelé cela aux gens dans le Coran. Et nous avons fait du ciel un toit protégé. Et cependant, il se détourne de ces merveilles. Sourate 21, Al-Anbiya, verset 32. Les lois parfaites dans l'atmosphère.
Les caractéristiques physiques de la Terre, masse, structure, température, etc., sont exactement celles qui conviennent à la vie. Néanmoins, ces caractéristiques, à elles seules, ne suffisent pas à permettre la vie sur Terre. Il y a un autre facteur vital, la composition de l'atmosphère. Les films de fiction induisent parfois les gens en erreur. Ils mettent en scène des astronautes dans leur vaisseau spatial qui, s'approchant d'une planète lointaine, essaient de voir si l'atmosphère est respirable ou non avant d'atterrir. Quand l'ordinateur de bord leur rapporte que l'atmosphère est appropriée, c'est alors qu'ils n'ont plus besoin de mesures de protection supplémentaires. Ces scénarios donnent donc l'impression erronée que l'humanité pourrait facilement, et de manière quasi aléatoire, trouver des atmosphères appropriées. Si nous pouvions explorer l'univers réel, nous découvririons pourtant que cela n'est pas vrai. La possibilité qu'une autre planète ait une atmosphère respirable est effectivement minuscule. Cela est dû au fait que l'atmosphère terrestre est spécialement conçue pour supporter la vie. Il est par conséquent impossible de survivre sans vêtements de protection au-delà de cette atmosphère, même pour un court chemin. L'atmosphère terrestre est composée de 77% d'azote, 21% d'oxygène et 1% de dioxyde de carbone. Commençons par le gaz le plus important, l'oxygène. L'oxygène est primordial à la vie, car il entre dans la plupart des réactions chimiques qui libèrent l'énergie nécessaire aux formes de vie les plus complexes, comme celle du genre humain. Le plus captivant, c'est que le pourcentage d'oxygène dans l'air que nous respirons est très précisément déterminé. Dans son livre « Destinée de la nature, comment les lois de la biologie révèlent l'intention dans l'univers », le célèbre professeur de microbiologie, Michael Denton, écrit « Notre atmosphère pouvait-elle contenir plus d'oxygène tout en continuant à supporter la vie? Non. L'oxygène est un élément très réactif. Même le pourcentage actuel de l'oxygène dans l'atmosphère, 21%, est proche de la limite supérieure de sécurité pour la vie à température ambiante.
La probabilité de feu de forêt augmente de l'équivalent de 70% pour chaque % d'augmentation dans le pourcentage d'oxygène dans l'atmosphère. Le fait que la proportion d'oxygène dans l'atmosphère conserve avec précision sa valeur résulte d'un système formidable de recyclage. En effet, les animaux consomment continuellement de l'oxygène et produisent du dioxyde de carbone irrespirable pour eux. Les plantes, quant à elles, font exactement le contraire. Elles prennent le dioxyde de carbone dont elles ont besoin pour vivre et libèrent de l'oxygène à la place, et ainsi va la vie. Chaque jour, les plantes libèrent des millions de tonnes d'oxygène dans l'atmosphère. Sans la complémentarité et l'équilibre de ces deux groupes d'êtres vivants, notre planète serait inhabitable. Par exemple, si les êtres vivants prenaient uniquement du dioxyde de carbone et libéraient de l'oxygène, l'atmosphère terrestre supporterait la combustion beaucoup plus facilement que ça n'est aujourd'hui le cas, et la plus petite étincelle provoquerait des feux dévastateurs. De même, si plantes et animaux prenaient de l'oxygène et libéraient du dioxyde de carbone, la vie disparaîtrait en fin de compte quand tout l'oxygène serait épuisé. Pourtant, l'équilibre de la vie est dressé à une telle perfection que l'oxygène dans l'atmosphère se maintient toujours au niveau idéal pour la vie. Un équilibre aussi minutieusement conçu prouve une fois de plus l'omniscience et l'omnipotence de son Créateur, le Seigneur de tout l'univers, le Créateur des cieux et de la terre, Allah. Dieu appelle l'homme à réfléchir à cette vérité dans ce verset du Coran. Ne voyez-vous pas que Dieu vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos de Dieu, sans science ni guidée, ni livre éclairant. Sourate 31, Luqman, verset 20. Les lois dans la respiration. Nous respirons à tout moment dans notre vie. Nous prenons de façon permanente de l'air dans nos poumons et le libérons ensuite vers l'extérieur. Nous respirons si fréquemment qu'il en devient presque un geste banal, une sorte de mécanique. Et pourtant, la respiration est un processus très complexe. Notre organisme est conçu de telle manière que nous n'avons même pas besoin de penser à respirer. Quand nous respirons, l'oxygène coule dans près de 300 millions de cavités minuscules situées dans nos poumons. Les capillaires entourant ces cavités absorbent l'oxygène et libèrent le dioxyde de carbone. Nous aspirons de l'oxygène pur et rejetons du dioxyde de carbone impur. Tout ce processus prend moins d'une demi-seconde. La raison pour laquelle il y a autant de petites cavités dans les poumons, près de 300 millions, c'est que ça maximise la surface exposée à l'air. Il y a un autre point ici que nous devons préciser. Si les cavités dans les poumons et les capillaires qui les entourent sont si petitement conçues et si parfaitement ordonnées, c'est pour augmenter le taux auquel l'oxygène et le dioxyde de carbone sont échangés. Mais ce design parfait dépend d'autres facteurs. La densité, la viscosité et la pression de l'air doivent en effet tous fonctionner correctement pour que l'air se déplace à l'intérieur et à l'extérieur des poumons. Un exemple nous aidera à comprendre cela plus clairement. Il est facile de tirer de l'eau avec une seringue.
Mais il serait beaucoup plus difficile si nous avions essayé de tirer du miel à la place. C'est parce que le miel a une viscosité plus importante et qu'il est plus dense que l'eau. Si la densité, la viscosité et la pression de l'air étaient plus grandes, respirer aurait été aussi difficile que d'aspirer du miel avec une seringue. Pourtant, nous sommes capables de respirer parfaitement et confortablement sans même en avoir conscience. Ce qui rend la respiration si aisée, ce sont les caractéristiques et les valeurs arithmétiques de l'atmosphère. Le professeur en biologie moléculaire, Michael Denton, fait le commentaire suivant. Il est clair que si soit la viscosité, soit la densité de l'air était plus grande, la résistance de la voie respiratoire serait trop forte et aucune reconception concevable du système respiratoire ne serait capable de délivrer suffisamment d'oxygène à un organisme respirant de l'air et ayant un métabolisme actif. En traçant toutes les pressions atmosphériques possibles par rapport à tous les conteneurs possibles d'oxygène, il devient clair qu'il y a uniquement une seule zone minuscule où toutes les diverses conditions de la vie sont satisfaites. Il est sûrement d'une signification extrême que plusieurs conditions essentielles sont satisfaites dans cette unique et minuscule région, dans l'espace de toutes les atmosphères possibles. Les valeurs arithmétiques de l'atmosphère sont non seulement nécessaires pour que nous puissions respirer, mais elles sont tout aussi essentielles à notre planète bleue pour qu'elle reste bleue. Si la pression atmosphérique au niveau de la mer était inférieure à sa valeur actuelle, le taux de vaporisation de l'eau serait beaucoup plus grand. Une augmentation de l'eau dans l'atmosphère aurait un effet de serre qui retiendrait plus de chaleur et augmenterait ainsi la température moyenne de la planète. D'un autre côté, si la pression était plus grande, le taux de vaporisation de l'eau serait inférieur, causant la transformation de grandes parties de la planète en désert. Un appel à la raison. Les quelques exemples que nous avons reconstitués à travers ce film montrent que la Terre a été spécialement créée pour la vie. Tout ce que nous avons mentionné n'est qu'une partie mineure des équilibres délicats si essentiels à la vie sur Terre. Un examen plus approfondi de la Terre nous permettrait d'établir une longue liste de ses caractéristiques miraculeuses. L'astronome américain, Hugh Ross, avait fait sa propre liste dans son livre Le Créateur et le Cosmos. Il retient que si la gravité de la surface était plus forte, l'atmosphère retiendrait trop d'ammoniac et de méthane. Et si elle était plus faible, l'atmosphère de la planète perdrait trop d'eau. Si l'épaisseur de la croûte terrestre était plus épaisse, trop d'oxygène serait transféré de l'atmosphère vers la croûte. Et si elle était plus mince,
les activités volcaniques et tectoniques seraient plus importantes. Si la période de rotation était plus longue, les différences des températures diurnales seraient trop grandes. Et si elle était plus courte, la vélocité des vents atmosphériques serait trop élevée. Si le niveau d'ozone dans l'atmosphère était plus élevé, la température de surface serait trop basse. Et s'il était plus bas, la température de surface serait plus élevée et il y aurait trop de radiation des ultraviolets en surface. Si l'activité sismique était plus élevée, trop de formes de vie auraient été détruites. Et si elle était plus basse, les éléments nutritifs sur le sol des océans, des eaux de ruissellement, ne seraient pas recyclés au continent à travers l'élévation tectonique. Ces équilibres, dont nous n'avons cité que quelques exemples, démontrent encore une fois que le matérialisme, qui soutient que l'univers est venu à l'existence par hasard, est une monstrueuse supercherie. Les preuves révélées par la science montrent que Dieu a créé l'univers tout entier, ainsi que tous les êtres vivants. Le devoir de l'homme est de réfléchir à cela et de remercier Dieu qui l'a créé, ainsi que l'ensemble de l'univers. Dans un verset du Coran, Dieu s'adresse aux gens en ces termes. C'est Dieu qui vous a assigné la terre comme demeure stable, et le ciel comme toit, et vous a donné votre forme. Et quelle belle forme il vous a donnée. Et il vous a nourri de bonnes choses. Tel est Dieu, votre Seigneur. Perfection à Dieu, Seigneur de l'univers. Sourate 40, Ghafir, verset 64. La conception dans la lumière et dans l'eau. Dans la première partie de ce film, nous avons examiné l'importance capitale pour la vie sur Terre de plusieurs équilibres délicats. Nous avons vu que si même un seul de ces équilibres, avec leurs caractéristiques extraordinairement complexes, et leurs calculs fantastiques venaient à manquer, alors la vie sur Terre aurait disparu. L'établissement de ces formidables équilibres, le produit de l'art incomparable de la création de Dieu, est un aussi grand miracle que leur persistance. Dans cette partie, nous allons observer d'autres caractéristiques de notre monde et les calculs raffinés dont elles dépendent, et encore une fois, témoigner de la puissance et de l'art créatif de Dieu. Le Soleil, l'étoile la plus proche de nous. La température sur cette surface bouillonnante avec ses explosions d'énergie est de 6000 degrés Celsius. Plus loin vers le centre, ce chiffre atteint des niveaux inimaginables. 15 millions de degrés Celsius au centre du Soleil. L'énergie produite à cette formidable température
est transportée à la surface du Soleil sous forme de chaleur et de lumière. Celles-ci sont d'une importance capitale pour la vie sur Terre. La lumière et la chaleur qui émergent en conséquence des réactions nucléaires excessives au centre du Soleil ont été en effet conçues d'une délicatesse surprenante pour la vie. La chaleur et la lumière produites dans le Soleil sont en fait des formes différentes d'énergie connues sous le nom de radiation électromagnétique. Elle se déplace dans l'espace sous forme d'ondes énergétiques. Il y a des différences considérables dans les longueurs d'onde des radiations électromagnétiques. Certaines ondes énergétiques, en l'occurrence les ondes radio, ont des longueurs d'onde longues de plusieurs kilomètres. Les rayons gamma, d'un autre côté, ont des longueurs d'onde aussi courtes qu'un trillionième de mètre. En d'autres termes, les longueurs d'onde ont été distribuées sur un spectre extraordinairement large. Il a été établi que la plus grande longueur d'onde est environ 10 puissance 25 fois plus importante que celle de la plus courte. 10 puissance 25 est un nombre inimaginable. Plus d'1 milliard de millions. Nous pouvons illustrer cela plus aisément avec un exemple. Si nous plaçons 10 puissance 25 feuilles de papier à écrire les unes sur les autres, elles s'étendraient à mi-chemin de l'univers visible. « 10 puissance 25, en d'autres termes, est un nombre qui dépasse l'imagination. Le plus curieux dans tout cela est que l'énergie électromagnétique diffusée par notre Soleil est serrée dans un intervalle incroyablement réduit de ce spectre géant. Cet intervalle est l'équivalent d'une seule feuille de papier parmi tout ce milliard de millions de feuilles. Mais pourquoi cela? La réponse à cette question est plus importante. Parce que les rayons que la vie sur Terre peut supporter sont justement et uniquement les rayons situés dans cet intervalle. Dans son livre « L'énergie et l'atmosphère », le physicien britannique Ian Campbell parle de cette question et dit « Le
Le fait que les radiations provenant du Soleil et de plusieurs séries d'étoiles soient concentrées dans une bande minuscule du spectre électromagnétique qui fournit précisément les radiations nécessaires pour maintenir la vie sur Terre est très remarquable. Jetons maintenant un coup d'œil plus proche sur ce design encore plus extraordinaire de la lumière. Le mécanisme de photosynthèse. L'énergie électromagnétique dégagée par le Soleil sert deux fonctions importantes du point de vue des êtres vivants. Comme énergie d'échauffement, elle réchauffe la surface de la Terre et maintient ainsi l'intervalle dans lequel les êtres vivants peuvent survivre. Et comme énergie lumineuse, elle sert de véhicule à un grand miracle, la photosynthèse. La photosynthèse est le moyen dont les plantes vertes utilisent l'énergie du soleil pour créer la nourriture. Les cellules connues sous le nom de chloroplastes, dans leurs feuilles, effectuent les processus les plus complexes. Les chloroplastes travaillent exactement comme un laboratoire chimique, avec plusieurs réactions en chaîne qui se déroulent toutes les secondes. La seule production de nourriture dans le monde est ce processus chimique extraordinaire exécuté par les plantes. Tous les autres êtres vivants sont nourris par cette unique source. Quand les herbivores consomment les plantes, ils prennent en fait l'énergie provenant du soleil. Les carnivores obtiennent cette énergie en mangeant les herbivores. Nous, les êtres humains, obtenons cette même énergie en consommant à la fois les plantes et les animaux. Pour cette raison, chaque pomme, barre de chocolat ou morceau de steak que nous mangeons nous fournit de l'énergie provenant du soleil. Un autre résultat plus important de la photosynthèse est qu'elle produit de l'oxygène. Les êtres humains et les animaux baissent sensiblement le niveau d'oxygène dans l'atmosphère chaque fois qu'ils respirent. Cependant, les plantes remplacent cet oxygène à l'aide de la photosynthèse. En résumé, la photosynthèse est un processus extraordinairement bien conçu. Il y a un équilibre total entre la photosynthèse et la consommation d'énergie humaine et animale. Les plantes fournissent du glucose et de l'énergie. Ainsi, c'est dans nos cellules que nous brûlons le glucose dans l'oxygène. De cette façon, nous sommes capables d'obtenir et d'utiliser l'énergie solaire que les plantes emmagasinent dans le glucose. Par conséquent, nous produisons du dioxyde de carbone comme déchet et le dégageons dans l'atmosphère. Ce dioxyde de carbone peut être encore réutilisé par les plantes pour la photosynthèse. Ce cercle parfait s'exécute en permanence de cette juste manière. Pour que l'on puisse voir l'harmonie impeccable avec laquelle ce processus a été créé, concentrons-nous juste sur un des facteurs de ce processus, la lumière solaire. Nous avons déjà dit que la lumière solaire était conçue spécialement pour la vie sur Terre. Ce réglage important apparaît encore une fois
quand nous examinons la photosynthèse, car le processus peut être effectué uniquement avec la lumière du soleil et rien d'autre. Dans son livre « L'univers symbiotique », l'astronome américain George Greenstein écrit « La chlorophylle est la molécule qui accomplit la photosynthèse. Le mécanisme de photosynthèse est initié par l'absorption de la lumière solaire par une molécule de chlorophylle. Mais pour que cela arrive, la lumière solaire doit être de la bonne couleur. Une lumière de la mauvaise couleur ne permettrait pas ce processus. Nous pouvons comparer cela au poste de télévision. Pour que le poste reçoive un canal donné, il doit être accordé sur celui-ci. Réglez-le différemment et la réception ne se produira pas. Il en est de même avec la photosynthèse. Le soleil, fonctionnant comme transmetteur dans l'analogie, est la molécule de chlorophylle comme le poste de télévision récepteur. Si la molécule et le soleil ne sont pas accordés l'un à l'autre, accordés dans le sens de la couleur, la photosynthèse ne se produira pas. Il se trouve dans notre cas que la couleur du soleil est justement la bonne. En résumé, il y a une compatibilité entre la lumière solaire et la photosynthèse qui ne peut être le fruit du hasard. Cette compatibilité nous montre que le même et infiniment puissant Créateur est Dieu Tout-Puissant. L'harmonie entre la lumière et l'atmosphère. Depuis le début de ce film, nous avons examiné plusieurs caractéristiques du Soleil et vu comment elles ont été spécialement conçues pour supporter la vie. Par ailleurs, il reste un autre facteur qui n'a pas encore été traité. Les rayons solaires doivent surmonter un obstacle très important avant d'atteindre la surface de la Terre. L'atmosphère. Si l'atmosphère ne possédait pas le type de structure permettant à ces rayons de passer à travers, alors il ne nous serait d'aucune utilité. Ce qui est réellement intéressant ici n'est pas tellement que l'atmosphère permette aux rayons du soleil bénéfiques de passer, mais il bloque également tous les rayons qui autrement auraient été fatals pour nous. Il est impossible d'ignorer l'artifice de ce design. Le Soleil envoie seulement 1 sur 10 puissance 25 de l'intervalle total de la radiation électromagnétique susceptible d'être envoyée. Il se trouve être l'unique intervalle qui convient à la vie sur Terre et c'est la radiation que l'atmosphère laisse justement passer. Commentant cette situation, Encyclopædia Britannica admet à quel point tout cela est extraordinaire. Étant donné l'importance de la lumière visible du Soleil pour tous les aspects de la vie terrestre, on ne peut s'empêcher d'être impressionné par la fenêtre, extrêmement étroite dans l'absorption atmosphérique et dans le spectre d'absorption de l'eau. La philosophie matérialiste prétend que la vie humaine est apparue dans l'univers par hasard et que c'est un accident sans aucune intention. Néanmoins, les faits qui émergent à mesure que la science avance montrent qu'il y a en fait une architecture et un plan dans chaque détail de l'univers, jusqu'à la lumière qui suscite tant d'étonnement et d'admiration depuis les récentes découvertes. Des
Définir une aussi parfaite conception comme accidentelle est totalement irrationnel. Un réglage aussi extraordinairement délicat ne peut être expliqué par le hasard, mais uniquement par une conception intelligente. Ceci montre que Dieu a créé et ordonné l'univers entier d'une manière compatible avec la vie. Cette conclusion à laquelle la science nous a conduits est une révélation faite aux hommes dans le Coran il y a 14 siècles de cela. La science démontre que la lumière solaire a été créée pour nous. En d'autres termes, qu'elle a été placée à notre service. Dieu a déclaré cela dans le Coran en ces termes. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Sourate 55, le tout miséricordieux, verset 5. Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et qui du ciel a fait descendre l'eau, grâce à laquelle il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les vaisseaux qui, par son ordre, voguent sur la mer. Et il a soumis à votre service les rivières. Et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Et il vous a assujetti la nuit et le jour. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Sourate Abraham, versets 32, 33 et 34. La conception de l'eau. Nous avons vu jusque-là les caractéristiques magnifiques de la lumière solaire et témoigné de la création artistique de Dieu. Dans cette partie, nous nous intéressons à un autre sujet vital, la conception de l'eau. Une grande partie de la Terre est couverte d'eau. Les océans et les mers représentent les 3/4 de la surface de la Terre. Il y a également un très grand nombre de rivières et de lacs sur Terre. La neige qui couvre les sommets des hautes montagnes n'est rien de plus que de l'eau gelée. En fait, une partie importante de l'eau terrestre est contenue dans les airs. Les nuages renferment des millions de tonnes d'eau sous forme de vapeur. Même l'air que vous respirez en ce moment même contient une quantité non négligeable de vapeur d'eau. En outre, le corps humain est composé de plus de 70% d'eau. En effet, l'eau est le principal composant de nos cellules. Il en est de même pour le sang qui coule dans nos veines. En résumé, il ne peut y avoir de vie sans eau. L'eau a été spécialement conçue comme origine de l'existence. C'est une substance dont les caractéristiques physiques et chimiques ont été créées à cet effet. Intéressons-nous maintenant à quelques caractéristiques surprenantes de l'eau.
Les caractéristiques extraordinaires de l'eau. Comme toutes les autres substances connues, les liquides rétrécissent et perdent du volume à mesure que leur température diminue. Et à mesure que le volume diminue, la densité augmente, rendant les zones froides plus lourdes. C'est pour cette raison que les liquides sont plus lourds en forme solide que liquide. Cependant, l'eau, à la différence des autres liquides, s'alourdit jusqu'à ce qu'il atteigne 4 degrés, point auquel son état subit des variations. En effet, l'eau commence à s'étendre et elle devient plus légère à mesure que la température diminue. Donc, l'eau est plus légère dans son état solide que liquide, alors que selon les lois de la physique, la glace devrait être plus lourde que l'eau à l'état liquide. Ce phénomène impressionnant a un rôle capital. Il permet à la glace de flotter sur l'eau. Et cela est d'une importance vitale. Il y a plusieurs endroits dans le monde où la température tombe à moins de 0 degré Celsius en hiver. Un tel froid affecte naturellement les mers et les lacs. En effet, l'eau gèle à 0 degré Celsius. Toutefois, seule la surface gèle. En effet, la température sous la glace avoisine les 4 degrés Celsius, ce qui est suffisant pour la survie des poissons et autres animaux marins. La glace empêche l'air froid de pénétrer la couche d'eau inférieure. C'est pourquoi, même si les températures externes atteignent une valeur aussi basse que moins 50 degrés, la couche de glace ne dépasse jamais 1 ou 2 mètres d'épaisseur. C'est ce qui permet aux phoques, aux ours et autres animaux polaires de creuser dans la glace et d'atteindre l'eau. Quelles auraient été les conséquences si la glace sombrait dans les profondeurs? Dans ce cas, les océans, mers et lacs commenceraient à geler du bas vers le haut. Ce gel du bas vers le haut aurait continué ainsi en absence de couche de glace à la surface, empêchant la pénétration du froid. Cela signifierait donc que plusieurs lacs, mers et océans du monde se transformeraient en d'énormes blocs glacials. Seule une couche d'eau épaisse de quelques mètres resterait à la surface, et même si la température de l'air augmenterait, la glace sous l'eau ne fondrait jamais. Il serait alors impossible aux créatures terrestres d'exister dans un système écologique où il n'y a pas de vie dans les mers. En somme, si l'eau ressemblait aux autres liquides, la Terre serait une planète morte. Pourtant, grâce à la puissance de Dieu et sa création sans faille, notre monde est grouillant de vie.
Une terre réchauffée. Les différentes propriétés thermales de l'eau jouent également un rôle majeur dans le climat équilibré et réchauffé de la Terre. Grâce aux propriétés moléculaires de l'eau, les mers se réchauffent et refroidissent plus lentement que les terres. En effet, l'écart de température entre l'endroit le plus froid et l'endroit le plus chaud sur Terre peut atteindre 140 degrés Celsius. Alors que l'écart n'excède pas 15 à 20 degrés en mer. La même chose s'applique également aux différences de température entre le jour et la nuit. La différence de température entre le jour et la nuit est de 20 à 30 degrés dans les régions sèches, mais elle est seulement de quelques degrés en mer. Ce phénomène ne concerne pas seulement les mers. La vapeur d'eau dans l'air instaure également un formidable équilibre. Par conséquent, l'écart de température entre le jour et la nuit est plus important dans les déserts où il y a moins de vapeur que dans les régions proches de la mer. Grâce aux propriétés thermales et uniques de l'eau, les écarts de température entre l'hiver et l'été, ou entre le jour et la nuit, évoluent dans les limites supportables par les êtres vivants. Si notre planète contenait plus de terre que d'eau, ou si les propriétés thermales de l'eau étaient sensiblement différentes, alors l'écart de température entre jour et nuit aurait augmenté, et la plupart des régions terrestres de la planète se seraient transformées en désert, et la vie aurait ainsi disparu. À côté de ces nombreuses propriétés physiques, les propriétés chimiques de l'eau sont extraordinairement adaptées à la vie. La plus importante étant que l'eau est un excellent solvant. Presque toutes les substances chimiques sont solubles dans l'eau. L'effet le plus important de cette propriété sur la vie peut être observé dans les rivières. Une quantité innombrable de minéraux et de produits chimiques, similaires et bénéfiques, sont conduits vers la mer par le moyen des rivières. De cette manière, quelques 5 milliards de tonnes de substances chimiques sont transportées à la mer chaque année. Ces substances sont essentielles à la vie dans les océans. De plus, sa réactivité chimique est au niveau idéal. L'eau n'est ni excessivement réactive, ce qui l'aurait rendue chimiquement destructive, comme l'acide sulfurique, ni une substance inerte comme l'argon, qui n'entre dans aucune réaction chimique. La compatibilité des propriétés chimiques de l'eau avec la vie surgit de manière encore plus précise à chaque avancée de la recherche.
Harold Morowitz, le célèbre professeur de biophysique à Yale University, fait le commentaire suivant. Les quelques années passées ont témoigné du développement de l'étude d'une propriété de l'eau récemment découverte, c'est-à-dire la conduction de protons. Qui semble être presque unique à cette substance et qui est un élément clé dans le transfert d'énergie biologique et a été certainement importante dans l'origine de la vie. Plus nous apprenons, plus certains parmi nous sont impressionnés par l'aptitude physique de la nature dans un sens très précis. Il est évident que l'eau est vitale pour la vie humaine. Dans plusieurs versets du Coran, Dieu a attiré notre attention sur le fait que l'eau a été maintenue sur terre et donnée à l'homme comme une grande bénédiction. Et nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure. Puis nous l'avons maintenue dans la terre, cependant que nous sommes bien capables de la faire disparaître. Avec elle, nous avons produit pour vous des jardins de palmiers et de vignes, dans lesquels vous avez des fruits abondants et desquels vous mangez. Sourate les croyants, versets 18 et 19. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté? Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leurs arbres. Y a-t-il donc une divinité avec Dieu? Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers? Y a-t-il donc une divinité avec Dieu? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Sourate les fourmis, versets 60 et 61. La valeur idéale de viscosité. À chaque fois qu'un liquide est mentionné, on pense immédiatement à une substance très fluide. Tandis qu'en réalité, les niveaux de viscosité des liquides varient considérablement. En l'occurrence, les viscosités du goudron, glycérine, huile d'olive et acide sulfurique sont toutes très différentes. D'énormes différences surgissent quand ces liquides sont comparés. Ceci parce que l'eau est 10 milliards de fois plus fluide que le goudron, 1000 fois plus que la glycérine, 100 fois plus que l'huile d'olive et 25 fois plus que l'acide sulfurique. Alors quelle est l'importance pour nous du bas niveau de viscosité de l'eau? Si ce liquide vital était un peu plus, ou moins visqueux, quelles conséquences aurions-nous subies? Le professeur de microbiologie, Michael Denton, fournit la réponse. Si la viscosité était plus élevée, le mouvement contrôlé des grandes macromolécules et des structures particulières telles que la mitochondrie et les petites organelles seraient impossibles, tout comme des processus tels que la division cellulaire. Toutes les activités vitales de la cellule seraient gelées, et les vies cellulaires, toutes sortes confondues, ressemblant à celles qui nous sont familières, seraient impossibles. Le développement d'organismes plus sophistiqués, qui est dépendant de manière critique de la capacité des cellules à bouger et à se déplacer durant l'embryogenèse, serait certainement impossible si la viscosité de l'eau était même légèrement supérieure à ce qu'elle est effectivement. La faible viscosité de l'eau est essentielle, non seulement au mouvement cellulaire, mais aussi pour le système circulatoire. Il y a un grand nombre de cellules dans le corps. L'air et l'énergie captées de l'extérieur ont besoin d'être pompés vers les cellules par un certain nombre de conduits, et les déchets ont besoin d'être collectés par d'autres.
Ces conduits sont les vaisseaux du système circulatoire. Le cœur est la pompe responsable de la circulation dans ces vaisseaux. Le sang, dont le composant principal est l'eau, circule à l'intérieur de ces derniers. Le rôle des vaisseaux est de transporter les substances essentielles telles que l'oxygène, l'énergie, la nutrition et les hormones à toutes les cellules du corps. La longueur totale approximative des 5 milliards de vaisseaux capillaires dans notre corps est d'environ 950 km. Chez certains mammifères, on peut compter jusqu'à 3000 capillaires uniquement dans 1 mm² de tissu musculaire. C'est grâce à la faible viscosité de l'eau que le sang est capable de circuler dans nos vaisseaux sans être congestionné ou ralenti. Michael Denton explique que si la viscosité de l'eau était juste un peu supérieure à ce qu'elle est, le système circulatoire du sang serait complètement inutile. Un système capillaire marchera uniquement si le fluide pompé à travers ses conduits possède une très faible viscosité. Une faible viscosité est essentielle car le flux est inversement proportionnel à la viscosité. À partir de là, il est facile de constater que si la viscosité de l'eau avait une valeur juste quelque peu supérieure à ce qu'elle est, alors pomper le sang à travers un lit capillaire aurait nécessité une pression énorme et presque tous les systèmes circulatoires seraient impraticables. Si la viscosité de l'eau avait été sensiblement supérieure, et si le plus petit capillaire fonctionnel avait un diamètre de 10 microns au lieu de 3, alors il aurait été nécessaire que les capillaires occupent virtuellement tout le tissu musculaire pour fournir un approvisionnement utile en oxygène et en glucose. Naturellement, la conception de formes de vie macroscopiques serait impossible ou extrêmement difficile. Il semble donc que la viscosité de l'eau doit rester très proche de son niveau actuel pour que l'eau soit un véhicule convenable pour la vie. Autrement dit, comme toutes ses autres propriétés, la viscosité de l'eau se situe précisément au niveau idéal pour la vie. Si nous observons la viscosité de tous les liquides existants, nous constaterons qu'ils diffèrent par des milliards de facteurs. Cependant, parmi les milliards d'alternatives possibles, l'eau possède le niveau de viscosité juste et adéquat. Un appel à la raison. Tout ce que nous avons vu à travers ce film a clairement révélé que notre monde n'est pas un rassemblement hasardeux, sans but et sans contrôle, mais qu'au contraire, il a été conçu de la manière la plus soigneuse qui soit, dans le but de soutenir la vie. Dans ce film, nous avons pu voir comment les rayons du soleil qui nous atteignent, l'eau que nous buvons ou qui compose notre corps, ou l'air que nous respirons à chaque instant, sont totalement adaptés à notre vie. En somme, toutes nos investigations révèlent que le monde est conçu parfaitement de façon à permettre la vie sur Terre. Chaque élément de l'univers est une preuve qui confirme avec certitude l'existence d'un créateur qui contrôle chaque détail et dont la puissance et la science sont infinies. Quelle que soit la loi ou la variable physique que nous examinons dans ce monde, on peut vérifier que tout ceci ne peut être le produit du hasard, mais plutôt le fruit d'une parfaite création.
Une autre vérité fondamentale, révélée par la science moderne, vient confirmer que tous les équilibres innombrables que nous avons constatés règnent également sur l'ensemble de l'univers. Toutes les recherches sur celui-ci durant les 20 dernières années montrent qu'il est le résultat d'une prodigieuse conception et que celle-ci est spécialement conçue pour soutenir la vie sur Terre. Le physicien britannique John Polkinghorne résume cette vérité. Il y a une intelligence et un but derrière l'univers. Il y a des allusions de cette présence divine dans la façon dont les mathématiques abstraites peuvent pénétrer les secrets de l'univers, ce qui suggère qu'une intelligence rationnelle a créé le monde. La nature est finiment accordée pour permettre à la vie et à la conscience d'émerger. Naturellement, le fait que notre Terre, qui occupe un espace si minuscule dans l'univers, a été créée à une fin bien précise, signifie que c'est Dieu qui l'a créée et qui l'a ordonnée. Tous ces équilibres sensibles sur Terre sont une preuve irréfutable de l'art supérieur de Dieu créateur. Les conclusions auxquelles la science moderne est arrivée ne sont autres que les vérités annoncées dans le Coran, il y a de cela 1400 années. Voilà comment Dieu déclare cette vérité dans le Coran. Votre Seigneur, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute perfection à Dieu, Seigneur de l'univers. Sourate 7, verset 54.